D'abord, je tiens à remercier beaucoup les pédiatres et les néonatologistes de m'avoir invité donc, à ce congrès qui s'est bien déroulé jusqu'à présent. J'ai assisté à la plupart des sessions qui m'ont vraiment beaucoup intéressée. Donc, mais parler de la pathologie neurochirurgicale néonatale courante, ça me paraît être vraiment un challenge pour le neurochirurgien. Mon ami professeur, docteur Hassan Achilel m'en a parlé, ça m'a paru vraiment parler de la tumorale, de l'épilepsie, de la vasculaire, la neurotraumato, parler des craniosténoses. Heureusement, j'en ai parlé l'année dernière, des hydrocéphalies et également malformations du tube neural. C'est un monde à part, c'est une spécialité à part, mais qui intéresse le cerveau du nouveau-né et de l'enfant en particulier. Donc, j'ai pris deux pathologies qui me semblent un peu beaucoup plus communes entre neurochirurgiens et également néonatologistes, à savoir, j'ai fait une mise au point sur l'hydrocéphalie externe et également sur les malformations du tube neural. L'hydrocéphalie externe, comme on sait tous, c'est une accumulation excessive du LCR autour du cerveau. C'est une pathologie qui est fréquente. Elle peut toucher jusqu'à 0,6% des enfants. C'est au moment où l'enfant va passer de la position, c'est-à-dire jusqu'à 3 mois, donc maintien de la tête à la position assise. À ce moment-là, il y a certains enfants qui commencent par avoir une tête un peu plus grosse. 3 à 5% des grosses têtes de l'enfant, c'est une hydrocéphalie externe. Cliniquement, un enfant qui a un développement psychomoteur normal, un périmètre crânien qui continue à augmenter jusqu'à 3 déviations standards, une fontanelle large mais qui n'est pas bombante, et on dit tous qu'il s'agit d'une hydrocéphalie, il y a la panique et puis on appelle le neurochirurgien. Lorsqu'on examine un peu la famille, on trouve un père ou une maman qui ont une grosse tête. L'échographie transfontanellaire permet de poser le diagnostic. Et puis, sa physiopathologie, elle est très simple. C'est que si l'enfant n'atteint pas la position assise, c'est que ses vélocités arachnoïdiennes ne vont pas se développer. Donc, le LCR ne peut pas être résorbé. Donc, il ne peut pas, donc sa tête, il va grossir. Donc, il ne va pas encore maintenir la position assise. Du cercle vertueux normal où la position assise, une fois acquise, le LCR est résorbé, vélocités arachnoïdiennes sont matures. Donc, on passe au cercle un peu vicieux, au retard de maintien de la tête et les vélocités arachnoïdiennes, la pression intrasynusienne ne va pas donc restera positive, vélocités arachnoïdiennes ne sont pas développées et la résorption ne va pas se faire et le périmètre crânien augmente et l'enfant ne va pas maintenir sa position assise. Donc, que faut-il faire? J'ai reçu cette année beaucoup d'enfants de la part de collègues, pas pédiatres, mais neurochirurgiens, et qui demandaient à opérer ces enfants. Donc, on voit sur la diapositive de gauche un enfant qui avait 6 mois, un périmètre crânien à 47 cm, déjà un regard en coucher de soleil, une fontanelle plus ou moins bombante, mais elle se développait normalement. Elle est venue avec son IRM qui montre un cerveau qui baigne dans le LCR, un U caractéristique en interhémisphérique, même une IRM de flux a été faite qui montre que le LCR circule. Bon, j'ai conseillé à la famille de mettre l'enfant en position assise. À 14 mois, son périmètre crânien est devenu tout à fait normal et puis il avait acquis la marche. Un autre enfant que je viens de recevoir il y a quelques semaines, avec un scanner, il avait un nystagmus et le scanner montrait une hydrocéphalie externe. J'ai confié à l'ophtalmologue qui a découvert tout simplement qu'il s'agissait d'une myopie. Donc, que faut-il faire devant une hydrocéphalie externe? Justement, il n'y a pas de traitement. Tout simplement, il faut conseiller à la famille de mettre l'enfant en position assise.
Ça permet de diminuer la pression intra-sunisienne, de développer les villosités arachnoïdiennes, et ça permet donc tout simplement au LCR de se développer, de circuler normalement. Si l'extrémité céphalique n'est pas maintenue et qu'il y a une hypotonie axiale, une petite kinésithérapie, on peut donner du Diamox 10 mg kg toutes les 8 heures, par jour, mais réparti toutes les 8 heures. Et enfin, il ne faut jamais opérer ces enfants. Voilà un peu le message que je voulais passer. Avant d'attaquer le sujet qui m'intéresse le plus et qui a fait l'objet d'un doctorat, donc les malformations du système nerveux central, qui sont très fréquentes, qui représentent 4 à 11% pour 1000 naissances, et qui représentent à peu près jusqu'à 15% des malformations de l'enfant. Et il faut dire que jusqu'en 2018, 269 cas de spina bifida sont nés au Maroc. Et cette fréquence n'a pas tendance à baisser. On reçoit toujours des spina bifida. Leur diagnostic prénatal est primordial parce qu'ils sont responsables, comme vous savez tous, d'un déficit moteur, sensitif, sensoriel, sphinctérien, avec des troubles cognitifs et les répercussions sociales qui sont parfois dramatiques. Des créatures démoniaques qui ont été décrites il y a déjà 2 siècles, des nanoencéphales qui heureusement ne sont pas viables. Nous, on voit surtout méningo-encéphalocèles antérieurs, les postérieurs et les spina bifida. Leur pathogénie, donc, elle est très simple, c'est-à-dire c'est un défaut de fermeture du tube neural. C'est un petit rappel pour dire que l'embryologie humaine doit être toujours présente à l'esprit et que ce sont des malformations qui apparaissent après la 4e semaine de gestation. On va parler surtout de méningo-encéphalocèles antérieurs, postérieurs et des spina bifida. Maintenant, on continue à voir ces enfants donc un peu en retard, jamais à la naissance que depuis quelques années, à peine 2 ans, on les voit donc en postnatal, mais 3 à 4 jours plus tard. L'évaluation, donc en gros, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire devant ces enfants dans la salle d'accouchement. Il faut tout simplement que c'est un accouchement qui doit être préparé. Et puis, il faut que le neurochirurgien, le néonatologiste soit présent. Il faut que cet enfant, une fois né, il doit être réchauffé. Il doit être également traité avec soin et avec donc multiplier l'asepsie et ne jamais utiliser de gants en latex. Une fois né, éviter le décubitus dorsal, envelopper la myéloméningocèle par des compresses qui sont humides et enfin appeler le néonatologiste pour faire un examen le plus complet possible, de l'examen cardiovasculaire, respiratoire, abdominal des membres et appeler l'anesthésiste avant de confier l'enfant au neurochirurgien. Donc, pour la neurochirurgie, à chaque fois que je reçois un enfant, c'est un examen neurologique le plus complet possible qui doit être consigné par écrit des membres, de la motilité, de la sensibilité et également, donc, on arrive au niveau des membres inférieurs qu'il faut bien examiner, voir s'il y a un varus équin, donc varus de l'équinisme ou bien des pieds beaux et la luxation congénitale de la hanche, examiner le rachis, un examen urogénital, voir le sphincter anal s'il y a une contractilité ou pas, et voir, mesurer le périmètre crânien, palper la fontanelle antérieure, et surtout, il faut bien expliquer à la famille le devenir de ces enfants, les complications qu'ils vont subir durant toute leur vie. On va parler de spina bifida, on en a opéré pratiquement 300 sur une vingtaine d'années. Ça continue donc juste de 15 à 20 cas chaque année. Ce sont des enfants donc, qui naissent avec parfois un déficit complet lorsque leur myéloméningocèle est situé donc au-dessus de L3. Le déficit devient incomplet lorsqu'il est inférieur à L3
pour devenir nul lorsque la myeloméningocèle est au niveau sacré. L'abeyance anale est pratiquement présente dans 58% de cas et l'hydrocéphalie dans plus de 85% de cas. Les volumes, on peut trouver des volumes qui sont énormes. C'est un enfant qu'on a vu à l'âge de 3 mois, avec un Chiari type 2 et une myeloméningocèle sacrée. C'est un enfant qui n'avait pas de déficit. Une autre myeloméningocèle cervico-dorsale, mais avec absence de déficit, chez cet enfant qu'on a vu à l'âge de 20 jours. Mais de plus en plus, on reçoit des couples avec des échographies à 18 semaines de grossesse qui montrent myeloméningocèle, hydrocéphalie. Malheureusement, ici, c'était une grossesse gémellaire. L'enfant jumeau normal était en bas et l'enfant mal formé était en haut. La famille réclamait à faire une interruption thérapeutique de grossesse qui était prohibée, qui est tout simplement prohibée par la loi et impossible, même si c'était possible, impossible dans ce cas, l'autre fœtus était normal. C'est un enfant qu'on avait donc, traité pratiquement 5 heures en postnatal. On a fait une dérivation et puis on comptait opérer sa myeloméningocèle 3 jours plus tard. Mais au 3e jour, elle développe une méningite dont le traitement a duré 3 mois. Puis, elle a été opérée. Le traitement des myeloméningocèles pose un problème qui est très épineux. Quand est-ce qu'il faut dériver ces enfants? Même temps opératoire, avant l'opération ou après l'opération? Lorsqu'on a une hydrocéphalie importante, c'est avant l'opération. Donc, il faut d'abord dériver, attendre 3 jours et puis opérer la myeloméningocèle. Lorsque, donc, dans le passé, c'est-à-dire il y a quelques années, on opérait en même temps, ça multipliait par 2 les problèmes post-opératoires. Et donc, en post-opératoire, c'est lorsqu'on n'a pas d'hydrocéphalie et qui se développe en post-opératoire, donc on dérive. Ce sont des enfants qu'il faut toujours opérer sous microscopie. La chirurgie est très simple, bien randomisée, dissection de la plaque neurale, sa fermeture, dissection de la dure mère, sa fermeture étanche, et puis fermeture de plan aponevrotique et de la peau. La microchirurgie est obligatoire en cas de myeloméningocèle, même si certains collègues ne le font pas. La prise en charge post-opératoire, donc notre protocole, une antibiothérapie 24 heures post-opératoire. L'enfant est maintenu en décubitus ventral pendant cette période, les pieds toujours surélevés pour éviter les fistules, éviter que cette plaie ne soit souillée par des selles ou par des urines, rechercher les signes de décompensation du Chiari qui sont les stridors, des troubles respiratoires et des vomissements. Rechercher les signes d'hypertension intracrânienne si l'enfant n'est pas dérivé, la fistule de LCR, l'infection de la plaie opératoire, les méningites, et l'enfant doit être hospitalisé minimum pendant 5 jours, sinon pendant 10 jours, et toujours donc vérifié avec changement de compresse ou de pansement tous les jours. Le suivi à long terme, ce sont des enfants qu'on voit tous les jours pendant les 15 premiers jours, et puis 3 mois plus tard, où on fait un scanner de contrôle pour voir le système de dérivation. On l'évalue sur le plan cognitif et également sur le plan de récupération, s'il y a une récupération motrice, et puis tous les 6 mois, et puis tous les ans. L'IRM, on l'a fait que lorsqu'il y a des complications. Ce sont des enfants qui peuvent avoir, après une période d'amélioration, peuvent avoir un réattachement de moelle. Le réattachement de moelle nécessite une reprise opératoire. Pour le développement cognitif, on n'a pas de neuropsychologues qui peuvent nous aider dans notre travail pour le moment, mais on s'est basé pendant ces 20 ans
sur donc, le développement, donc le comportement de l'enfant avec la famille, l'acquisition de la parole, l'acquisition motrice au niveau des mains et également donc, à l'âge scolaire, l'intégration de ces enfants à l'école et surtout sur le bulletin scolaire. Deuxième rubrique qui est également donc, les méningo-encéphalocèles postérieurs. C'est une autre physiopathologie, mais la chirurgie pratiquement ne diffère pas. C'est toujours du tissu nerveux qui est fibrosé et qui se retrouve dans un grand sac. Donc la chirurgie, on l'a faite en général avant vers 20 jours pour ces cas. On avait 3 encéphalocèles purs et 31 méningo-encéphalocèles associés à l'hydrocéphalie dans 37% des cas. On trouve toutes les formes, toutes les tailles, parfois associées à des spina bifida qu'il faut opérer dans le même temps opératoire. On voit le plus spectaculaire, je peux dire, un enfant de 20 jours qu'on avait reçu aux urgences avec une méningocèle ou une encéphalocèle qui était rompue, infectée, qu'on avait traitée. On fait un bilan radiologique qui montre cette déhiscence osseuse importante. L'enfant a été d'abord opéré. Donc, tout ce qui était à l'extérieur de la boîte crânienne, c'est du cerveau fibrotique qui est enlevé. Il faut surtout faire attention au sinus veineux dans ce cas-là. On ferme de façon étanche la dure-mère et on complète par un plomb gallial qu'il faut respecter. Fermeture cutanée qui était étanche, cependant, il nous fait une ulcération post-opératoire traitée et on voit l'enfant à 1 an avec une chevelure tout à fait normale. La troisième rubrique, ce sont les méningo-encéphalocèles antérieurs. C'est les plus simples, les plus gratifiantes, des malformations du tube neural. On a opéré 67 cas. On en reçoit de moins en moins depuis 2015 à maintenant. Sont surtout frontonasales ou fronto-ethmoïdales, parfois avec des malformations cérébrales associées, hydrocéphalie, cavité porencéphalique, agénésie du corps calleux ou kyste arachnoïdien. Ce sont des enfants qui ont été opérés soit en neurochirurgie, soit en double équipe avec les maxillofaciaux, soit uniquement avec les maxillofaciaux. Ça dépend des types. C'est un cas représentatif de cette petite qui a été opérée d'abord par voie neurochirurgicale et on a appelé le maxillofacial qui a complété la chirurgie. On voit l'enfant avant et 1 an en post-opératoire. Excuse-moi, juste avant, comme ça on ne revient pas. Tu as le scan, tu as un trou. Oui. Et tu as toujours ça? Non, le trou, on le ferme toujours avec un morceau, un fragment d'os qu'on prélève au niveau de la voûte. Il y a toujours ça dans ce cas de pathologie? Il y a toujours ça, oui, bien sûr, oui. C'est toujours un trou au niveau de, l'os qui fait donc sortir, et ou bien les méninges, et on parle de méningocèles, ou bien méninges et cerveau, méningo-encéphalocèles, ou bien méninge, cerveau et système ventriculaire, méningo-encéphalocystocèle. Donc voilà un peu la classification. Mais toujours le trou est là pour faire sortir les éléments aussi bien méningés que nerveux. Donc voilà un peu tous les enfants qu'on a opérés depuis 2020 l'année 2000 jusqu'en 2020. Donc on voit leur bonne évolution et ce sont des enfants qui sourient, qui n'ont aucun problème. Les complications de ces 3 entités, on voit que la mortalité est la plus élevée pour les méningo-encéphalocèles postérieurs, mais l'handicap le plus important, c'est pour les myéloméningocèles. Les méningo-encéphalocèles antérieurs, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. On avait 2 cas de méningite
un cas d'infection locale, 3 ou 5 cas peut-être de fistule de LCR, mais rapidement qui a rétrocédé par des ponctions donc déplétives, des PL déplétives. Un cas de décès péropératoire secondaire à un problème d'anesthésie. Pour les méningo-encéphalocèles postérieurs, ils ont toujours des malformations cérébrales associées. Le développement cognitif, elle est toujours inférieur à 50%. Donc, bon, sauf lorsqu'on a des méningocèles qui sont plus ou moins, comme on appelle soft, mais pas avec les grosses méningo-encéphalocèles, avec la moitié du cerveau qui est dans le sac. On avait une forte mortalité de décès à l'induction au moment de l'anesthésie. On avait 2 décès suite à une méningite. Les myéloméningocèles, on avait le plus de problèmes, notamment des méningites, 13 décès suite à cette méningite, un cas de pleurésie et un cas de syndrome de Lyell qui a emporté l'enfant. Leur développement à long terme, on voit que pour les méningo-encéphalocèles antérieurs, on a un très bon développement dans plus de 90% de cas. Les méningo-encéphalocèles postérieurs, le développement cognitif est inférieur à 50% et moins de 30% de bon développement cognitif pour les myéloméningocèles. La marche, elle est normale pour les méningo-encéphalocèles antérieurs. Le développement psychomoteur qui est très modéré pour les méningo-encéphalocèles postérieurs et moins de 13% de myéloméningocèles marchent. Les troubles sphinctériens, surtout pour les myéloméningocèles, avec moins de 11% qui ont un contrôle sphinctérien. Donc, le pronostic des spina bifida ou de ces myéloméningocèles. Plus de 48% ont un retard des acquisitions intellectuelles et sont entièrement dépendants. 54% se déplacent en chaise roulante, notamment dans notre série. 12% ont une marche normale. Et moins de 11% ont un contrôle sphinctérien, mais avec des infections urinaires à répétition. Ce sont des enfants qui auront des problèmes pulmonaires, des troubles neuropsychologiques, des troubles de l'apprentissage, une prise de poids. Ce sont les troubles qui vont accompagner ces enfants durant toute leur vie pour une pathologie qui ne va jamais guérir. Dans la littérature, ce que j'ai trouvé, c'est que la mortalité, donc elle est à 13% à 1 an, 15% à 5 ans, 22% à 17 ans. C'est-à-dire que 78% de spina bifida naissent et sont vivants au-delà de 17 ans, avec tout leur handicap. En ce qui concerne les méningo-encéphalocèles, ils ont un très bon pronostic. Leur pronostic dépend des malformations cérébrales associées. Chez nous, ils avaient un très bon développement, plus de 90% d'entre eux. 2 ou 3 qui avaient bien sûr des lésions cérébrales, ils ont un développement psychomoteur qui était moindre. Le pronostic des méningo-encéphalocèles postérieurs, dans notre série, la mortalité elle est de 10%, 57% ont un développement psychomoteur qui était inférieur à la normale. Pour une série africaine, nigérienne, par Sanoussi, il a parlé qu'à 3 mois, la mortalité était de 22,36% et la morbidité de 80%, toujours à 3 mois. Comment il faut prévenir? Je pense qu'il y a déjà une communication qui avait parlé de la prévention des défauts de fermeture de tube neural. C'est par l'acide folique. Elle permet de prévenir jusqu'à 72% des défauts de fermeture de tube neural. Femme normale, 0,4 mg par jour d'acide folique 4 semaines avant et 8 semaines après la grossesse. Et pour les femmes à risque, à savoir diabétiques, qui a déjà eu un enfant avec myéloméningocèle et qui est également sous carbamazépine. Donc, il faut lui donner 5 mg par jour d'acide folique 4 semaines avant et 8 semaines après. Ce sont des recommandations internationales depuis 2002. Le diagnostic... Vous avez dépassé de 6 minutes. Je termine dans 2 secondes, dans 2 minutes. C'est parfait.
Bon, le diagnostic anténatal, elle est bien randomisé par nos amis gynécologues. Dans quel but faire ce diagnostic anténatal? C'est surtout pour développer ce genre de chirurgie, qui est la chirurgie fœtale, qui est faite de par le monde, surtout la chirurgie fœtale endoscopique. Cette chirurgie fœtale, elle a démarré en 1990 pour devenir randomisée à partir de 2003 et qui permet de guérir plus de 50% des myeloméningocèles. Les recommandations, donc je ne vais pas en parler beaucoup, ce sont des recommandations internationales, mais en cas de naissance d'un enfant atteint de troubles de fermeture de tube neural, la prise en charge doit se faire en urgence dans un centre qui est spécialisé. En conclusion générale, il faut d'abord bien comprendre ces malformations, connaître l'embryologie humaine. 20 cas sont opérés et continuent à être opérés dans un seul département, donc à Rabat. 300 000 cas de spina bifida continuent à naître chaque année dans le monde. La supplémentation par l'acide folique et l'interruption de grossesse a permis de diminuer l'impact de cette pathologie. Donc, une fois opérés en neurochirurgie, ces enfants doivent être pris ailleurs, par les pédiatres, par les psychologues, par les urologues pédiatres, les traumato-orthopédistes. Donc, la chirurgie fœtale semble être un espoir pour traiter ces malformations et je vous remercie. Merci, professeur Rifi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est au plus rapide. C'est le jeu. Bonjour, professeur Rifi. On s'est rencontrés hier. Mais vraiment, sincèrement, je vous remercie pour le travail que vous faites. Hein. Vraiment, il est colossal et c'est extraordinaire. Malheureusement, en postnatal, les conséquences de cette pathologie qu'est la spina bifida sont vraiment catastrophiques, aussi bien pour le patient que pour l'entourage. Moi, je veux revenir sur l'hydrocéphalie pour vous parler d'un cas que j'ai vécu. C'est un nourrisson que j'ai vu à l'âge de 2 mois pour un problème de malvoyance. C'était le bébé qui ne souriait pas. Donc j'examine, elle avait un fontanelle antérieur, une fontanelle antérieure largement béante. J'ai fait une échotransfontanellaire et je trouve une hydrocéphalie. Donc hydrocéphalie, on fait une IRM et c'était une hydrocéphalie secondaire à une tumeur qui s'est développée aux dépens du tissu arachnoïdien. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, l'hydrocéphalie tumorale, bien sûr, l'hydrocéphalie, c'est un monde à part. Bien sûr, on peut trouver une tumeur. N'importe quelle tumeur dans le système ventriculaire ou bien qui comprime, donc c'est-à-dire les voies d'écoulement du LCR, elle va donner une hydrocéphalie. Une tumeur intracérébrale, bien sûr, elle va faire une augmentation du périmètre crânien. Donc l'échographie transfontanellaire, elle est pratiquement, je peux dire, prédictive. Elle dit qu'il y a quelque chose, il y a une tumeur. Et à ce moment-là, il ne faut jamais passer par le scanner. Maintenant, on ne passe plus par le scanner parce qu'on sait que c'est les conséquences délétères qu'ils peuvent avoir donc, ces enfants après. Donc, on passe directement à une IRM. Donc, s'il y a donc tumeur cérébrale, ça dépend de la localisation. En général, on les opère sans aucun problème. Les tumeurs congénitales ou les tumeurs du nouveau-né, donc, ils sont opérés sans problème. Merci, docteur Jabir Agadir. Bonjour, merci pour cet exposé. Ma question est simple. Quand il y a une méningo-encéphalocèle occipitale volumineuse, où la moitié du cerveau est à l'extérieur et qu'il est difficile de la réintégrer, on sait que l'intervention va se faire avec des sacrifices très importants du tissu. Est-ce qu'il y a des moments où on décide de ne pas opérer, en sachant qu'il va y avoir des séquelles très importantes? Ne
pas opérer, donc c'est ce qu'on décidait, c'est-à-dire l'enfant que j'ai montré au début, donc de la méningo-encéphalocèle, on avait décidé de ne pas opérer au départ. Ils sont venus à l'âge de 2 jours. Et donc on avait décidé de ne pas opérer, donc en disant à la famille peut-être qu'il va être emporté avec le temps. L'enfant, elle a survécu jusqu'à l'âge de 6 mois. Elle était là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas l'opérer, ce serait vraiment... Ça n'a aucun sens. Donc, on s'est mise, donc on l'a opéré, mais malheureusement, c'était à l'induction. Ils voulaient trouver une voie veineuse centrale, ils n'ont pas pu la trouver, et l'enfant est mort par emphysème, donc avec un pneumothorax spontané, donc provoqué. Merci, donc voilà, je professeur vous Lifi. dis la réalité comme je l'ai vécu avec cet enfant. Professeur Lifi, dis-nous quelque chose de très gai et de très joyeux pour qu'on termine ce congrès. Ça m'a fait énormément plaisir d'être parmi vous. Moi, c'est-à-dire si je parle des spina bifida, parce que ça m'a tenu à cœur de voir encore, donc il n'y a pas encore une collaboration entre gynécologues, néonatologistes et neurochirurgiens. Ce que je voudrais développer, c'est surtout cette chirurgie fœtale en association avec un groupe d'experts. Et à ce moment-là, on va être heureux à chaque fois qu'on aura une naissance d'un enfant spina bifida. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, les amis, on ne sera jamais heureux d'avoir une naissance de spina bifida. Non, mais si la famille je vous jure, Hassan, ce sont des enfants auxquels les familles tiennent énormément. Ah ben ça oui, je sais, bien sûr. Voilà, merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous qui clôturent avec nous ce congrès. À l'année prochaine, c'est une semaine avant, donc ça va être vers le 26 juin, à Tanger. Vous êtes les bienvenus. On sait que les gens d'Agadir sont trop loin, mais ils vont faire un effort.